LVMH, qui est donc la première société européenne à valoir plus de 400 milliards d'euros en bourse. C'est la 12e entreprise la mieux valorisée au monde. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher David. Bonne année. Ben, vous aussi, tous mes voeux. Rédacteur c'est un peu tardif, mais tous mes voeux. Tes publications Agora, pareil. Valeur incontournable évidemment, portefeuille LVMH, parcours boursier étincelant et mérité, j'ai envie de dire, 85% sur 3 ans, 230% sur 5 ans, 460% sur 10 ans, c'est mérité. Ben écoutez, oui, alors franchement, quand on regarde les fondamentaux, sans aller trop loin, mais en remontant par exemple à 2019, ils avaient une rentabilité opérationnelle de 21,6%. Je compte pas l'année 2020 parce que c'est l'année du Covid. 2021, explosion de la rentabilité, 26,7%. Premier semestre 2022, 27,9%. Le chiffre d'affaires, eh bien, il est passé de 53 milliards à 64 milliards entre 2019 et 2021. Cette année, il pourrait dépasser les 75 milliards grâce à quoi? Grâce à toutes ces marques. Dior, bien évidemment, Bulgari, NC, Vuitton. Le groupe a multiplié les acquisitions et pourtant, il est excessivement bien géré. Vous avez sur le premier semestre notamment un free cash flow de 4 milliards. Vous avez un gearing, c'est-à-dire un ratio d'endettement net sur fonds propres de 20%. C'est-à-dire qu'en fait, avec LVMH, il n'y a jamais de mauvaise surprise, dans la mesure où non seulement ils sont sur des marques fortes, avec de fortes complémentarités, mais en plus parce qu'ils ont ce fameux pricing power, c'est-à-dire que c'est vraiment la boîte avec Hermès qui peut en permanence augmenter ses prix sans que sa demande ne s'affaisse. Et contrairement, par exemple, à Kering avec Gucci, où Gucci, c'est une marque qui est entrée un petit peu dans le mass market, c'est-à-dire que même si elle est chère, avoir du Gucci, c'est pas tellement luxueux. Quand vous avez du LVMH, quand vous portez une montre Bulgari, quand vous avez un sac Dior, vous êtes dans le monde du luxe. Et donc, vous additionnez le fait que les marques soient très fortes, le fait qu'il y a une rentabilité hors du commun, le fait que la société soit très bien gérée, et vous obtenez donc une boîte qui est très intéressante et qui, encore même à ce niveau-là, ne se paye pas très cher, parce que quand on fait par exemple un comparatif entre LVMH et Hermès, alors c'est sûr qu'Hermès est plus rentable, mais Hermès vaut 45 fois les bénéfices, sur LVMH on est simplement à 24 fois les bénéfices, donc c'est pas une folie, on a déjà payé le groupe beaucoup plus, c'est une très belle société. Et puis il y a la réouverture de la Chine aussi, conjoncturellement, qui porte aussi la valeur, puisque ça fait beaucoup de clients évidemment qui sont friands des produits de la marque. Bah écoutez, la Chine, c'est 33% des ventes. Il est bien évident que la fin de cette folie qui était la politique zéro Covid pour une politique infini Covid avec la réouverture des frontières, le fait que les touristes viennent en masse est plutôt une très bonne nouvelle. On pense que, vous savez, au niveau mondial, on a le sentiment que c'est la Chine qui domine le monde. C'est pas vrai, ce sont les États-Unis d'Amérique dans le monde du luxe qui domine, mais on estime qu'en 2025, la Chine devrait dépasser les États-Unis et que même d'ici 2030, la clientèle chinoise serait 40% du marché du luxe. La Chine devrait avoir une croissance de 15% cette année. Et ce qui est intéressant dans le groupe LVMH, si vous voulez, c'est que même si on ferme les frontières en Chine, ils sont tellement forts aux États-Unis et tellement forts en Europe qu'il ne peut pas se passer grand-chose. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une société qui n'est pas comme Kering avec Gucci chino-dépendant, mais qui profite également de la révolution de la Chine. Donc on a le sentiment que quelles que soient les zones qui peuvent être touchées, eh bien il y a toujours moyen de compenser, et c'est pour ça que les résultats sont vraiment hors du commun. La question de la succession de Bernard Arnault, elle se pose ou pas, elle se dessine? Quels sont les signaux qui sont envoyés par le groupe? Bah écoutez, il y a Pietro Beccari qui est quelqu'un qui était avant patron de Dior Couture, qui est depuis 16 ans dans le groupe. Il a été loué par Bernard Arnault. Il est nommé à la tête de Louis Vuitton. Et puis Delphine Arnault, qui est la fille de Bernard Arnault, est nommée à la tête de Dior. Et ce qui est intéressant, c'est que Bernard Arnault a 5 enfants. Les 5 sont dans la société. Donc pour les investisseurs institutionnels, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit qu'il y a une continuité avec la famille qui reste en place, et que 2, Bernard Arnault a su, contrairement à de nombreux groupes, s'entourer de personnes très compétentes pour gérer ces différentes entités, et ça c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc franchement, j'ai regardé le dossier pour vous ce matin de fond en comble. Il y a très peu d'incertitudes sur ce dossier, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'éléments où vous dites tiens, ça peut être des éléments négatifs qui peuvent faire baisser le titre. Alors bien évidemment, si les marchés rebaissaient, ce qui est un petit peu mon feeling, si on perdait 300-400 points, LVMH pourrait rebaisser, mais très franchement, je vois pas tellement d'anicroche, je vois pas tellement de phénomènes négatifs sur ce dossier qui s'est
assurer la gouvernance et assurer la succession. 2, sait complètement équilibrer son mix produit entre les différentes régions du monde. 3, a une telle quantité de marques premium qu'il est capable finalement de bien se développer à travers le monde. Et 4, qui a des fondamentaux exceptionnels, parce que c'est quand même une boîte qui, il y a 2 ans et demi, a racheté Tiffany. Et même 2 ans après Tiffany, avoir un gearing, c'est-à-dire un ratio net d'endettement net sur fonds propres de simplement 20%, prouve que la société est excessivement bien gérée. Donc même en termes de stratégie de croissance externe, ils savent faire, et non seulement c'est très rapidement relutif, mais il n'y a jamais de dégradation de la situation financière. Alors je veux pas être, si vous voulez, un Arnaud maniaque quand je dis ça, mais je trouve que c'est l'une des rares sociétés, peut-être avec l'air liquide, qui n'a quasiment aucun défaut, et donc c'est pour ça qu'elle est plébiscitée par les investisseurs. Et dernière chose, David, c'est que LVMH pèse 17% du CAC 40. Donc vous, si vous êtes un fonds de pension américain, un investisseur allemand, un investisseur anglais, et que vous voulez investir sur le CAC 40, et que vous n'avez pas envie de faire de tracker parce que vous avez envie de faire du stock picking, et que vous vous dites, tiens, le CAC peut gagner 15% cette année par exemple, LVMH c'est incontournable, c'est 17% de l'indice. Donc elle est en plus incontournable dans tous les portefeuilles, un peu comme l'était, je reviens là-dessus, à une époque Air Liquide, où tout gérant dans le monde avait de l'air liquide, et c'est le cas avec LVMH. Vous n'avez pas un gérant en France, vous n'avez pas un gérant dans le monde qui n'a pas, s'il s'intéresse à la France, du LVMH en portefeuille, et c'est pour ça que le titre connaît, vous le disiez, je crois que le CAC 40 sur 10 ans, je regardais les chiffres, a fait plus 45%. Sur LVMH, on est, vous le rappeliez en début de reportage, 460%. Non, le CAC fait 86% en 10 ans, LVMH fait plus 460%. Sur 5 ans, le CAC fait plus 27% et LVMH fait plus 228%. Donc 10 fois la performance. Alors maintenant, ma question, c'est la question à $1 million. Est-ce que ça peut continuer? On a les résultats annuels du groupe qui sont la semaine prochaine, le 26 janvier, et on a ce parcours boursier passé qui est ébouriffant, phénoménal. Voilà, stop ou encore, c'est la question qu'on se pose. Incontournable en portefeuille, mais on ne peut pas imaginer avoir les mêmes niveaux de performance boursière dans les prochaines années, non? Mais on aurait pu dire ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Hein. Ouais, non, mais quand l'année dernière, par exemple, ensemble, on parlait des GAFAM, des Tesla, vous aviez des valorisations qui étaient complètement stratosphériques. Je crois qu'à une époque, je vais pas dire de bêtises, mais Tesla se payait 25 fois de chiffre d'affaires. Donc vous pouvez vous dire à un moment ou à un autre, c'est n'importe quoi cette valorisation. Même chose sur Netflix. Le problème d'LVMH, je le disais en début d'émission, c'est un PE entre 23 et 25. Donc, c'est pas démentiel. Historiquement, le PE de LVMH, en fait, Hermès à 47 fois les bénéfices, c'est un peu cher. Vous vous dites pas, ouah, qu'est-ce que c'est cher. Maintenant, bien évidemment, si le marché consolide, bien évidemment, s'il y a des signes qui se multiplient de récession, etc., le titre peut rebaisser. Mais, pour moi, il y a une dynamique haussière qui est totalement incontestable, parce qu'encore une fois, je vois pas de mauvaise surprise. Alors, peut-être que la rentabilité sera pas à 27,5 comme on l'attend, mais à 27%. Et so what? Ça reste un groupe extrêmement bien géré. Et dans le monde du luxe, quand vous devez choisir un groupe dans le monde du luxe, alors vous pouvez acheter du Salvatore et Ferragamo, du Moncler en vous disant qu'il peut y avoir OPA, mais vous avez quand même envie d'avoir du LVMH en portefeuille. Et c'est pour ça que la valeur, de toute façon, est incontournable en portefeuille, même si là, je ne l'achèterai pas évidemment, David, aujourd'hui, puisque je pense que le CAC 40, et je terminerai là-dessus, peut consolider de 400 à 500 points parce qu'on est monté quand même très vite. Donc n'achetez pas évidemment LVMH aujourd'hui, mais surtout repli de 5 à 7%, il ne faut pas se poser de questions. Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, salut. Merci David, salut. Ciao.